Pierre Dubois, 78 ans, vit seul dans sa maison bourgeoise d'Orléans depuis 3 années. Un mardi d'automne a tout basculé, collision frontale au carrefour de la rue des Érables. Marguerite, sa femme bien-aimée, institutrice adorée, partit en quelques secondes après 46 années de mariage. Les pièces semblent désormais trop vastes. Le salon où résonnaient les rires de Sophie enfant, la salle à manger témoin de repas chaleureux. Pierre arpente seul le parquet de chêne qu'il a posé il y a 30 ans. À son âge, la solitude pèse lourd, mais il tient le coup. Du moins, c'est ce qu'il répond à Madame Mercier quand elle lui apporte ses plats mijotés. Ses matinées suivent un rituel immuable. Café avec la machine Nespresso offerte par Marguerite, regard mélancolique vers le jardin où les érables perdent leurs feuilles dorées. Elle s'asseyait toujours en face de lui, tenant sa tasse de thé Earl Grey, pour planifier leur journée. Maintenant, Pierre s'adresse au vide, parfois convaincu qu'elle est encore là. Ce dimanche de novembre, Pierre entend un moteur dans l'allée. Par la fenêtre, il aperçoit le SUV noir de Julien, son gendre qui achète toujours des voitures qu'il ne peut pas se permettre. Sophie arrange ses cheveux dans le rétroviseur tandis que Julien tambourine impatiemment. Sa fille a hérité de la douceur de Marguerite, mais sans cette force intérieure qui caractérisait sa mère. Depuis la mort de Marguerite, les visites ont perdu leur spontanéité. Ils viennent par nécessité financière ou devoir filial. « Bonjour papa », Sophie l'embrasse, dégageant un parfum floral trop sucré. Marguerite n'utilisait jamais ça. Pierre, Julien tend sa main avec un sourire commercial, l'appelant par son prénom sans jamais avoir demandé cette familiarité. « Entrez donc ». Sophie se dirige vers la cuisine, sortant les tasses par habitude. « J'ai fait ta tarte aux myrtilles préférées. » Pierre sait qu'elle vient de la pâtisserie Moreau. Sophie n'a jamais maîtrisé la cuisine malgré les leçons de Marguerite. Pendant que sa fille s'active nerveusement, Julien inspecte discrètement la cuisine, évaluant la valeur des biens. Ex-courtier en assurance reconverti entrepreneur, il vit ses transitions professionnelles depuis 3 ans. Après des politesses sur la météo, Sophie annonce « Papa, nous voulions te parler de quelque chose d'important. » Julien se redresse avec assurance. « J'ai découvert une opportunité en or. L'ancienne librairie durant rue principale est vide depuis 6 mois. L'emplacement parfait pour un magasin bio de qualité. » « Un magasin bio ?» Pierre masque son scepticisme. « Exactement », s'anime Julien. « J'ai étudié le marché. Il n'existe aucun commerce bio digne de ce nom à Orléans. C'est un secteur en expansion, une véritable mine d'or. » Pierre reconnaît cette expression exaltée, la même qu'il avait pour son service de livraison et son app de promenade de chien, tous échoués. « As-tu un plan d'affaires ?» Julien sort un document froissé. Tout est calculé. L'investissement sera récupéré en 8 mois. Pierre examine les chiffres approximatifs. Où sont les coûts d'assurance? Les charges de personnel semblent sous-estimées. Julien grimace. Estimation préliminaire à peaufiner. Combien avez-vous besoin? Coupe Pierre. 45 000 €, annonce Julien. Rénovation, stock initial, équipement et lancement marketing. Pierre accuse le coût. Une somme considérable, même avec ses économies d'ingénieur et sa retraite décente. Papa, intervient Sophie, c'est un projet solide. Je l'aiderai avec la comptabilité. On te remboursera dès les premiers bénéfices. Pierre observe sa fille qui ressemble tant à Marguerite, même cheveux châtains, mêmes yeux noisettes, mais sans cette force intérieure. Sophie s'est effacée dans les ambitions de son mari. Marguerite n'aurait jamais permis ça. Cette évocation déclenche un souvenir précis, le collier de Marguerite. Cette merveille en argent ornée d'un médaillon cœur serti d'émeraude, créé pour leur 20e anniversaire chez Bertrand Lafitte, le bijoutier d'Orléans. Marguerite le portait constamment, touchant le médaillon quand elle réfléchissait. Après l'accident, une infirmière lui avait remis ses effets personnels, le collier légèrement déformé par le choc. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », déclare Pierre, sachant que sa réponse sera négative. Julien insiste sur l'urgence, évoquant d'autres acquéreurs, mais Pierre reste inflexible. Ils repartent dans une atmosphère tendue, laissant la tarte intacte. Pierre observe Julien gesticuler au volant pendant que Sophie tente de le calmer. 3 jours plus tard, en cherchant ses lunettes, Pierre fait une découverte qui le bouleverse.
la boîte où repose le collier de Marguerite est vide. 2 heures de fouilles frénétiques ne donnent rien. La réalité s'impose, Sophie et Julien ont volé le souvenir le plus précieux de sa défunte épouse. Le lendemain matin, avant même qu'il trouve le courage d'appeler la police, son téléphone sonne. Le nom de Bertrand Laffitte s'affiche sur l'écran, coïncidence qui semble presque surnaturelle. « Pierre, mon vieil ami, il faut absolument qu'on se voie avant l'ouverture de mon atelier. J'ai quelque chose d'extrêmement important à te révéler, et je crains que cela ne puisse attendre une minute de plus. » Sa voix trahit une émotion inhabituelle, un mélange d'excitation et d'inquiétude. 40 minutes plus tard, assis dans la cuisine familière face à des tasses de café fumant, Bertrand lui dévoile la vérité avec des précautions infinies. Hier soir, juste avant la fermeture de ma boutique, Sophie et Julien se sont présentés avec un collier que j'ai immédiatement reconnu. Le collier en argent au médaillon cœur serti d'émeraude que j'avais créé spécialement pour Marguerite il y a de cela 20 années. Il voulait réellement le vendre, demande Pierre, sentant sa voix trembler sous l'effet d'une colère froide qui monte inexorablement. Absolument. Julien m'a développé tout un discours sur leur nouveau commerce bio, leur besoin urgent de liquidité. Sophie semblait mal à l'aise mais déterminée, prétendant que l'initiative venait d'elle et surtout que tu avais donné ton accord explicite pour cette transaction. Pierre n'en croit pas ses oreilles. Non seulement ils ont osé lui dérober le bijou le plus symbolique de Marguerite, mais en plus ils ont eu l'audace de prétendre agir avec sa bénédiction. Naturellement, j'ai refusé catégoriquement, continue Bertrand. Je connais trop bien la valeur sentimentale que représente cette pièce pour toi. Je leur ai donc expliqué que j'avais besoin de temps pour l'expertiser convenablement et leur ai demandé de me le confier jusqu'au lendemain matin. Ils ont accepté à contre-cœur, n'ayant guère le choix. Bertrand marque une pause significative avant de reprendre, mais il y a autre chose, Pierre. Quelque chose de beaucoup plus troublant encore. Bertrand sort une petite enveloppe. Le médaillon s'ouvre, Pierre. Et il y avait ça à l'intérieur. Pierre déplie un minuscule papier, Banque nationale d'Orléans, coffre-fort numéro 327. Marguerite avait un coffre-fort secret. Pierre n'en revient pas. En 46 ans de mariage, aucun secret entre eux. Du moins le croyait-il. Quand j'ai trouvé la note, j'ai su que je devais te le dire, continue Bertrand. J'ai décidé de venir en personne au lieu de téléphoner. On ne discute pas de ces choses au téléphone. Tu as bien fait. Pierre replie soigneusement la note et la remet dans l'enveloppe. Et le collier? Il est dans mon atelier. J'ai dit à Sophie et Julien de revenir à 10h30 ce soir. Ils ne savent pas que j'ai trouvé la note. Bertrand regarde sa montre. On a un peu plus d'une heure. Qu'est-ce qu'on fait? Pierre hésite. Une partie de lui veut aller immédiatement à la banque pour découvrir ce qui se trouve dans le coffre, mais l'autre partie veut d'abord confronter Sophie et Julien. Parlons-leur d'abord. Je veux savoir pourquoi ils ont volé le collier au lieu de simplement le demander. Tu penses que tu l'aurais rendu? Bertrand hausse un sourcil. Bien sûr que non, secoue la tête Pierre. Mais c'est une question de principe. Ils n'ont même pas demandé. Ils ont juste pris ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Dans l'atelier de Bertrand, Pierre confronte Sophie et Julien quand ils viennent récupérer le collier. Il nie d'abord, puis avoue, besoin d'argent, refus de prêt bancaire, désespoir. Sophie pleure, Julien se justifie maladroitement. Vous avez volé le souvenir le plus précieux de votre mère, dit Pierre, montrant le médaillon ouvert. Heureusement, Bertrand a découvert le secret à l'intérieur. Il leur montre la note du coffre-fort. Ils sont stupéfaits. Pierre refuse d'appeler la police par égard pour sa fille, mais exige du temps pour réfléchir. Ce que vous avez fait était une trahison. À la banque, Pierre découvre l'incroyable vérité. Dans le coffre 327, des documents révèlent qu'en 30 ans, Marguerite a secrètement constitué un patrimoine de 500 000 €, investissant intelligemment de petites sommes économisées sur son salaire d'institutrice. Dans l'atelier feutré de Bertrand, baigné par la lumière dorée de cette fin d'après-midi, Pierre confronte Sophie et Julien venus récupérer leur butin. Leurs visages expriment successivement la surprise, la gêne, puis une peur grandissante en découvrant sa présence inattendue. « Papa ?» Sophie semble avoir vu un fantôme. « Que fais-tu ici ?»« Je pense que tu le sais parfaitement, » répond Pierre d'une voix qu'il s'efforce de garder maîtrisée.
Bertrand m'a tout raconté concernant votre petite visite d'hier soir. Julien pâlit mais tente de reprendre contenance avec cet aplomb commercial qui le caractérise. Pierre, écoute, ce n'est vraiment pas ce que tu imagines. Ah non? Pierre laisse exploser sa colère contenue. Qu'est-ce que je suis censé imaginer d'autre? Vous pénétrez dans ma maison sous prétexte de prendre des nouvelles, vous dérobez le bijou le plus symbolique de Marguerite, et vous tentez de le monnayer en prétendant avoir mon autorisation. Sophie fond en larmes, couvrant son visage de ses mains tremblantes. Papa, nous ne voulions pas te faire du mal. Nous étions juste complètement désespérés. La banque a refusé notre dossier de prêt, les investisseurs privés nous ont tourné le dos. Cette affaire représentait notre ultime chance de réussir quelque chose ensemble. Pierre observe sa fille unique et peine à reconnaître l'enfant au principe qu'il a élevé avec Marguerite. Où est passée cette fillette de 12 ans qui avait spontanément rapporté au commissariat le portefeuille trouvé dans la rue, refusant obstinément la récompense proposée par son propriétaire reconnaissant? Ce qui me bouleverse le plus, reprend Pierre d'une voix plus douce mais infiniment triste, c'est que vous ayez choisi de voler exactement cet objet. Pas n'importe quel bijou de valeur, mais précisément celui que j'avais fait créer pour votre mère, celui qu'elle chérissait plus que tout au monde. Bertrand s'approche alors, et avec la solennité d'un officiant, démontre le mécanisme d'ouverture du médaillon sous les yeux ébahis de Sophie et Julien. Il y avait ceci à l'intérieur, annonce Pierre en dévoilant la mystérieuse note manuscrite. L'adresse d'un coffre-fort que Marguerite avait loué secrètement, et dont j'ignorais totalement l'existence. Dans le coffre-fort de la Banque nationale, Pierre découvre non seulement les documents attestant de ce patrimoine insoupçonné, mais également une lettre d'une beauté déchirante que Marguerite lui avait écrite 3 jours seulement avant l'accident fatal. Dans cette missive testamentaire, elle explique avec une tendresse infinie comment elle avait patiemment constitué ce trésor, économisant centime par centime sur son modeste salaire d'institutrice pour leur offrir à tous les deux un avenir serein. Cette fortune secrète était destinée à être révélée lors de leur 50e anniversaire de mariage, accompagnée d'un projet de voyage en Europe dont ils rêvaient depuis leur jeunesse. Marguerite y exprime également son souhait qu'une partie substantielle de cet héritage revienne un jour à Sophie, quelles que soient les erreurs qu'elle pourrait commettre dans sa vie. Cette découverte bouleverse complètement la vision que Pierre avait de sa défunte épouse. Marguerite s'avère avoir été infiniment plus complexe et prévoyante qu'il ne l'imaginait, menant durant 3 décennies une double vie financière motivée uniquement par l'amour et le souci du bien-être familial. Mais Pierre prend une décision qui aurait probablement surpris Marguerite elle-même. Plutôt que de céder aux supplications de Sophie et Julien pour financer leur énième projet commercial voué à l'échec, il choisit de créer une fondation caritative anonyme qu'il baptise le Fonds des Lys, en hommage aux fleurs que Marguerite cultivait avec passion dans leur jardin. La moitié de l'héritage, soit 250 000 €, sera consacrée à aider discrètement les familles d'Orléans confrontées à des difficultés financières temporaires. 100 000 € sont placés dans un fonds fiduciaire que Sophie ne pourra toucher qu'à l'âge de 50 ans, espérant qu'elle aura acquis entre-temps la sagesse nécessaire pour gérer intelligemment cet héritage. Pierre conserve les 150 000 € restants comme filet de sécurité pour ses propres vieux jours incertains. Comme il l'avait prédit avec amertume, le commerce bio de Sophie et Julien périclite lamentablement au bout de 2 mois d'exploitation chaotique. Criblés de dettes et poursuivis par leurs créanciers, ils déménagent précipitamment à Lyon où un cousin éloigné de Julien leur propose des emplois salariés dans sa petite entreprise familiale. Les relations entre Pierre et sa fille demeurent polies mais distantes, ponctuées d'appels téléphoniques mensuels d'une politesse glacée. Sophie ne mentionne jamais l'argent, et Pierre garde jalousement le secret de l'héritage de Marguerite. Pierre découvre alors une nouvelle raison de vivre à travers les multiples projets de sa fondation charitable. Rénovation de l'aire de jeu du quartier des Blossières où Marguerite enseignait jadis, attribution de bourses d'excellence à des étudiants méritants issus de familles modestes, financement de travaux d'aménagement pour les personnes âgées en perte d'autonomie, soutien financier discret à la bibliothèque municipale André Malraux. Chaque initiative concrétisée lui procure la sensation apaisante que Marguerite demeure présente à ses côtés, que son héritage spirituel continue de prospérer bien au-delà de sa disparition physique. Pierre réorganise progressivement son existence autour de ses nouvelles responsabilités philanthropiques. Il consacre davantage de temps à ses amis de longue date, particulièrement Bertrand le bijoutier et Henri son voisin passionné d'échecs. Il s'engage comme bénévole à la bibliothèque municipale pour animer des séances de lecture destinées aux enfants des écoles primaires,
activité que Marguerite aurait assurément adorée. Régulièrement, Pierre sort de son écrin le collier au médaillon d'argent, l'ouvre délicatement et contemple l'espace vide qui avait recélé le secret de toute une vie. La note révélatrice repose désormais en sécurité dans le coffre-fort bancaire aux côtés des autres documents patrimoniaux, mais il conserve précieusement le bijou à domicile comme symbole tangible que même les êtres les plus proches peuvent préserver des mystères, et que parfois ces secrets se révèlent être des présents inestimables. De temps à autre, des lettres manuscrites anonymes parviennent à son domicile, envoyées par des bénéficiaires reconnaissants de la Fondation qui ignorent l'identité de leur bienfaiteur mystérieux. Ces témoignages émouvants racontent comment leur existence a été transformée grâce à cette aide providentielle. Pierre classe soigneusement chacune de ces missives dans une boîte spéciale et les relit parfois le soir, installé dans son fauteuil Voltaire avec une infusion de tilleul. Exactement 1 an après la découverte du secret de Marguerite, Pierre sort de son tiroir la boussole de poche en argent ciselé qu'elle avait fait graver à son intention pour leur 50e anniversaire jamais célébré. Il l'ouvre respectueusement et observe l'aiguille aimantée pointée avec une précision immuable vers le nord magnétique. « Tu sais, Marguerite, » murmure-t-il à voix haute dans le silence feutré de leur ancienne chambre conjugale, « j'ai toujours cru être la boussole de notre famille, celui qui indiquait la direction à suivre dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, je réalise combien je me trompais. C'était toujours toi, n'est-ce pas ?» L'aiguille de la boussole frémit imperceptiblement, peut-être sous l'effet d'un courant d'air, ou peut-être parce que quelque part dans l'invisible, Marguerite sourit en entendant ces mots de reconnaissance tardive. Pierre referme délicatement l'instrument et le repose sur la table de chevet, à côté de la photographie encadrée où Marguerite lui sourit pour l'éternité. Demain l'attend une nouvelle réunion du conseil d'administration de la Fondation pour sélectionner les prochains projets à soutenir. L'existence continue, certes différente de celle qu'il avait envisagée ou espérée, mais peut-être exactement conforme à la vision que Marguerite avait secrètement nourrie pour lui. Il vit désormais seul mais sans solitude véritable. Le souvenir vivant de Marguerite imprègne chaque action généreuse accomplie en son nom. Et finalement, c'est peut-être là le plus précieux des héritages qu'elle pouvait lui léguer. Non seulement un patrimoine financier, mais surtout une raison renouvelée d'exister, la mission de devenir enfin l'homme qu'elle avait toujours perçu en lui, généreux, fort et tourné vers les autres.